De retour sur le plateau de la tranche édition, place maintenant au focus, à savoir notre jeudi anthropologie. Et nous retrouvons notre expert des humanités classiques africaines, le professeur Nusire Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, d'autant plus qu'on est venu pour faire la deuxième partie, donc la deuxième mi-temps de notre discussion sur la géothermie et l'hydrogène en Guadeloupe. Donc je dirais que c'est très intéressant puisque on a pu voir un peu comment la première émission a été perçue. Donc on aborde positivement cette deuxième partie. Il y en a qui ont été très surpris, mais de manière positive. Totalement. Et il y en a d'autres qui restent assez dubitatifs sur le fait. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va repasser une couche de manière à expliquer et clarifier le potentiel réel et les opportunités qui sont offertes aux Guadeloupéens d'une façon générale. Et avec vous sur ce projet, nous avons l'inventeur Gérald de Bougré. Bonsoir Monsieur Bougré. Bonsoir Harold, bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors la Guadeloupe était très contente justement de vous découvrir sur la casquette inventeur il y a 2 semaines, à savoir effectivement qu'on a des génies de votre qualité qui sont présents sur notre sol. Et il ne faudra pas décevoir les gens. Et à vos côtés, nous avons Gérald de Saint-Pierre qui était avec nous hier, qui représente aussi l'association AK2. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aux auditeurs. Donc voilà. Alors, avant d'en venir à notre thématique principale, qui est donc cette idée de rachat de la centrale géothermique de Bouillante, il y a un autre projet aussi dont vous devez nous parler, à savoir l'exploitation de l'hydrogène. On ne sait pas, franchement, ça c'est des trucs, c'est novateur ici, puisqu'on n'en a jamais entendu parler concrètement. Et avant d'en venir à ça, il y a quand même quelque chose d'assez important qui s'est produit aujourd'hui, à savoir la diffusion des images de l'interpellation de Claude Jean-Pierre, donc un homme d'un peu plus d'une 60aine d'années qui a été interpellé par les gendarmes. Suite à cette interpellation, il est mort quelques jours après. Et sa famille, effectivement, demande justice depuis plus de 6 mois maintenant. Ton avis, Gérald, déjà sur la vidéo? Je ne pourrais pas donner mon avis. Je dirais que là, il y a un gros manque d'humanisme. C'est plus un avis, c'est vraiment un constat. Et une interpellation, selon les textes juridiques, c'est une demande, non pas forcément une agression. Là, je parle d'agression, puisque j'ai entendu dire que le procureur, apparemment, aurait classé cette action comme étant presque saine. Normal, pour lui c'était normal. Mais si on voit bien par les actions qui sont menées, il y a plusieurs en fait actes très interdits, on va dire. Pourquoi? Parce que en tant que instructeur fédéral international système force de l'ordre, donc de la FISFO, je peux me permettre de parler de ce qu'on appelle de la self-défense. Il y a des coups malheureusement qui sont carrément interdit. Et là, dans ce cas qui est précis, si vous regardez bien, il y a 2 personnes en fait qui essaient d'extraire justement un individu sans pour cela avoir de négociation. Donc en gros, comme on dit, là, il n'y a plus de phase d'interpellation sous forme propre, légale, mais malheureusement d'agression. On est plus dans le cadre d'une agression que d'une interpellation. D'une agression, puisque ces gens-là normalement sont formés. Étant formateur, je répète encore, ils sont normalement formés à tout type d'intervention et ils sont normalement responsables de la sécurité de la personne qu'ils interpellent. Responsables de la sécurité de la personne qu'ils interpellent. Et visiblement, il laisse Claude Jean-Pierre au sol. Sur le Déjà, on voit un gros manque de formation. Donc, s'il faut qu'on soit sécurisé par des personnes qui ne sont pas formées, on rentre encore dans la forme de lacune. Ce n'est plus acceptable. En tout cas, merci effectivement pour cette analyse. On va s'arrêter là puisque, moi je le dis ouvertement, ça c'est un sujet qui va m'énerver, très clairement, puisqu'on attend quand même depuis des mois d'avoir des réponses. Donc on va attendre la conférence de presse, je le rappelle, du procureur Xavier Sicot. Ça va se passer demain en début d'après-midi et il aura une pluie de questions qui vont s'abattre sur lui, ça c'est chose sûre. On en revient sur notre projet, donc de rachat de centrale géothermique à Bouillante. Monsieur Bougré, comment c'est possible? Alors, avant de parler de cette opportunité ou de cette possibilité, j'aurais parlé d'au moins 4 points au préalable. La première, c'est que pour que ces opérations, puisqu'il y a l'opération de géothermie bouillante, mais il y a aussi la mise en place la construction d'une nouvelle centrale
pas loin sur le territoire de Bouillante, dont on est en tractation avec comment dirais-je, le chef d'utilité du coin et puis la communauté d'agglomération. Donc une autre centrale. Une autre centrale, tout à fait. Il y a 4 points importants. Le premier, c'est que il faut qu'on arrive à faire en sorte que la population européenne puisse être informée des enjeux stratégiques liés à son territoire. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la plupart des couches de la population, notamment celles les plus en difficulté, ont beaucoup de mal à appréhender ces enjeux. Je vais prendre par exemple un exemple tout simple. Quand vous faites une enquête publique, combien de personnes de la société au sens large du terme sont capables, même en ayant fait intervenir des experts qui souvent sont manipulés par les lobbies, vont être capables de donner leur avis éclairé sur un choix de la mise en place d'une structure ou d'un projet quelconque, d'une entreprise quelconque sur leur territoire. Grande interrogation. Voilà. Et ben c'est pour ça que beaucoup de choses se font au détriment de la population, parce que la population n'apprend qu'après que telle ou telle opération a eu lieu, que telle ou telle entreprise fait X ou fait Y sur leur territoire et descendent dans la rue pour pouvoir contester. On a l'exemple de la station infrason d'ailleurs à Douville. On a un équipement de type nucléaire quand même qui est installé en Guadeloupe. D'ailleurs c'est le deuxième, parce qu'on en a un autre. D'ailleurs, mais on n'en parle quasiment jamais, bizarrement. Donc, on est un peu sur le modèle. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas appris à faire en sorte à interroger toutes les couches de la population, à les former, pour qu'ils puissent donner un avis relativement éclairé sur ce qui va se passer sur leur territoire, ça sera compliqué. D'autant qu'en France hexagonale, il existe ce qu'on appelle la Commission nationale de débat public, qui, à l'occasion notamment des premières PPE qui ont été instaurées, programmation pluriannuelle de l'énergie, ont mis en place un protocole qui leur permet, chaque fois que sur un territoire, il y a besoin de mettre en place un projet quelconque, en général, un projet qui veut un certain enjeu avec un certain coût en termes d'investissement, on arrive à réunir pratiquement toutes les couches de la population, parce qu'ils interrogent les gens de manière aléatoire, et ils forment les personnes à l'enjeu, aux éléments fondamentaux de l'enjeu, et au bout d'un certain temps, lorsqu'ils pensent qu'ils ont réussi à acquérir les fondamentaux par rapport à cet enjeu, leur demandent leur point de vue. Ça n'existe pas en Guadeloupe. Ce qui fait que bon nombre d'opérations, dont la PPE de Guadeloupe, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le document cadre qui permet de visualiser, ou en tout cas de mettre en perspective par un plan quinquennal sur 5 ans, toutes les opérations en termes de consommation qu'il va y avoir à partir des statistiques d'EDF, et mettre en face la production qui va bien. C'est pour ça que je préconise qu'on mette en place en Guadeloupe un comité ou une commission régionale de débat public basée... Une commission régionale du débat public. De débat public intégrant non pas les socio-professionnels seulement, parce que là aussi les socio-professionnels ça peut être orienté, pour qu'on choisisse dans la population guadeloupéenne toutes les couches des personnes qui on va être formées. Je dis ça existe en France. Ils l'ont fait par exemple avec le G400, le G400 énergie, pour avoir l'avis de tout le monde, matérialisé de toute la manière, et ainsi faire en sorte que ce qui va se mettre en place sur le territoire puisse le faire de manière la plus logique normalement, et en coordination, et en synergie avec la population. Vous voulez pas passer de l'opacité finalement à des décisions éclairées pour tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les enjeux liés à la géothermie et à l'hydrogène, la population ne peut pas appréhender cette source parce qu'elle n'a pas les éléments basiques lui permettant, enfin, je ne parle pas de la couche dite de l'intelligentsia et autres, mais celle des plus démunis et des plus défavorisés, pour de multiples raisons, n'accède pas à ça. Et comment peut-on entériner une décision si la majeure partie de la population n'a pas accès, ou ne peut pas, ou ne sait pas, pour faire en sorte que, ce qui fait qu'on obtient leur adhésion par défaut. Voilà. Et c'est comme ça qu'on rentre dans pas mal de problèmes qui ensuite fonctionnent. C'est-à-dire qu'il faut même insister aussi sur un fait, c'est qu'il y a de l'endettement qui est créé alors qu'on a la capacité de capitaliser. C'est ça qui est très étrange. Là, vous mettez le doigt sur un très énorme problème ici. On crée de l'endettement, on va négocier des dettes, mais on capitalise jamais. C'est ça qui est très étrange. Parce que le potentiel, il est réel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on part du principe, on parle de la centrale géothermique par exemple, elle était déficitaire. Donc on nous a présenté ça comme finalement un outil, on nous a présenté ça comme un outil limite défectueux, puisque ça ne rapporte rien. Je dirais plus qu'en fait, ce qu'ils ont
axé comme point, c'est qu'il n'y avait pas de personnes formées pour pouvoir gérer, en fait, ce qui a amené, en fait, à une insuffisance de production. Donc Alors c'est le manque de personnes formées qui faisait qu'on peut se passer. Jusqu'à maintenant, comme il l'a dit M. Bougré, il a fait les interventions qu'il fallait, puisqu'à ce moment-là, justement, c'est à ce moment qu'il est arrivé pour dire effectivement, en Guadeloupe, il y a ce potentiel déjà formé. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de reprendre? Effectivement, il a fait les démarches qu'il fallait, en sachant que depuis là, la Guadeloupe avait déjà un PIB qui tout touchait et avoisinait les 8 milliards d'euros. Donc, en fin de compte, au niveau de capitalisation sur ce qu'on appelle un investissement qui aurait pu rapporter à l'ensemble du territoire, on a eu ce Maldon qui s'est créé, ou qu'en place... Qui s'est créé ou qu'on a créé, on ne sait pas. Qui s'est créé ou qu'on a créé, on ne sait pas, puisque les personnes qui étaient en place au niveau politique n'avaient qu'une seule chose à faire, en fait, c'était faire une rencontre pour acter. Et une fois que c'était acté, en fait, sur le territoire, on bloquait, en fait, par rapport à la PPE, là, l'ensemble, en fait, des actions qui pouvaient se mener par la suite. Et tout en créant, justement, ce champ de compétences qui permettait, par la suite, de pouvoir dire qu'on était des investisseurs sur l'énergie. Alors, je compléterai là-dessus pour revenir à ce que je voulais dire avant de parler de géothermie bouillante. Deuxième point, je le répète et le répète encore. En dehors du fait donc d'avoir une population qui soit la mieux formée possible au travers de ce protocole d'accord qu'on pourrait donc mettre en place avec la Commission nationale de débat public, c'est en cours. Il y a un collectif de Guadeloupéens qui a écrit à la Commission nationale de débat public pour voir comment il pourrait y avoir un rapprochement pour qu'on puisse ne pas avoir réinventé la roue, se rapprocher, apprendre à faire le travail et de manière à le proposer sur toute la population guadeloupéenne par rapport aux enjeux dont on va parler. Deuxième enjeu, notamment celui-là, c'est la péréquation tarifaire dont je vous ai parlé. Je vous répète encore une fois que si rien n'est fait, d'ici peu, les factures d'électricité du fait d'un rapport d'étude de l'inspection générale des finances 2017 M015 va faire en sorte que ce qui nous permet de payer le prix de l'électricité, le même prix partout, va disparaître. Et que lorsque ça va disparaître, ça va entraîner mécaniquement la multiplication par 5 du montant des factures des entreprises, des particuliers et autres de Guadeloupe. Là encore pareil, si cette commission allant jusqu'à la population la plus en difficulté et autres, etc., est informée, elle pourra plus facilement être éclairée, plus facilement se mobiliser dans le bon sens du terme pour avancer. Troisième point, c'est celui auquel on avance. Donc, les géothermies bouillantes aujourd'hui est détenue à 40% par le BRGM et la Caisse dépôt et consignation qui appartiennent à l'État français. Nous, ce qu'on a dit depuis le début, on voulait créer une SEM énergie, je vous l'avais dit, dans Force Antilles du 2 juillet 2012, c'était écrit, après avoir fait tout le parcours dont je vous ai parlé à Bruxelles. Et il reste que ces 40% détenus par l'État pourraient être transféré aux Guadeloupéens. D'accord. Encore faut-il déjà faire la demande. Ce que j'ai initié... C'est faisable ou pas? C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Mais encore faut-il déjà, dans un premier temps, en faire la demande. Okay. Et là encore pareil, un collectif de Guadeloupéens, un collectif Justice Guadeloupe, a demandé, a écrit à l'État français, pour tous les 3 points dont je veux parler, que ce soit pour la Commission nationale de débat public, que ce soit pour la péréquation tarifaire, pour ça les 40%, voilà, la société civile guadeloupéenne a écrit au gouvernement français, malheureusement avec le Covid, le retour et les réponses, on est encore en attente, pour demander à ce qu'on puisse avancer sur ce sujet-là, à eux de nous dire sur quelle base, dans quelles conditions. Et géothermie bouillante, le 40% donc, le collectif en question a écrit au président de la République, M. Macron, à M. Castex, Premier ministre, et à Bruno Le Maire, pour dire à quel prix il serait d'accord à vendre les 40% qu'il possède en géothermie bouillante. Bien évidemment, là encore pareil, pour raison de Covid, on n'a pas encore les réponses, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable par ailleurs. Alors, beaucoup Est-ce que c'est faisable qu'il le cède pour 1 euro symbolique? En tout cas, c'est à négocier, puisque sur la partie négociation, on peut par exemple dire que depuis 1962, les contribuables français en général et guadeloupéens en particulier, ils ont cotisé aux études, aux phases expérimentales. Donc, et là, la logique, ce que les élus auraient dû faire, c'est que revendiquer, faire le calcul, en fonction de la manière que les choses évolueront, que politique, je verrai, mais normalement, on devrait pouvoir avoir les archives pour savoir combien les Guadeloupéens ont cotisé, à hauteur de combien, et faire le parallèle avec ce que l'État français accepterait de revendre, pour faire en sorte que, et quand bien même, beaucoup vont dire,
et où on va prendre l'argent, etc. Et je répète encore une fois qu'aujourd'hui, le contexte planétaire a fait que l'ONU a mis en place, notamment depuis la conférence de Copenhague en 2009, un certain nombre de dispositifs financiers qu'on appelle aujourd'hui les fonds verts, mais qui regroupent, des centaines et des centaines de fonds d'investissement, qui dès lors que vous avez un projet qui tient la route, qui permet notamment au pays de rentrer dans des programmes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, puisque vous arrivez à réduire les gaz à effet de serre, vous permettre avec ce projet de financer les CAPEX, donc les investissements nécessaires pour faire en sorte que. Et nous, donc, du coup, on a les éléments et tout ce qu'il faut pour pouvoir, donc, en fonction du prix qui serait donné, moins, j'espère, ce qui aura été amené par les Guadeloupéens depuis 62, on puisse avoir un solde. Et ce solde, on peut l'assumer en faisant en sorte qu'on puisse enlever les fonds qui permettent de le faire. Et je vous le dis encore une fois, aujourd'hui, en fonction du type de contrat que vous avez avec le GRD, le gestionnaire de réseau, vous pouvez prendre ce contrat, aller sur les marchés financiers mondiaux et le valoriser financièrement. D'accord. Il n'y a pas besoin d'aller demander à X, demander à Y. Vous avez un projet, le projet a été validé par le GRD et la CRE, vous allez sur les marchés financiers. Justement, l'ONU a créé ça, et les financiers... Ils sont là pour attribuer des fonds pour ces projets-là. Et les financiers internationaux ont intégré cette dimension-là. Les critères relatifs à la production d'énergie verte, on a tous les voyants verts en ce qui concerne le potentiel que nous avons ici. Mais ce qui est étrange, parce qu'il faut quand même se dire les choses, c'est-à-dire que c'est un sujet tellement important, tellement stratégique, que la relation que nous avons avec ce potentiel économique, elle est surprenante. En fait, il y a peut-être une compréhension des enjeux que représente le sous-sol de la Guadeloupe, pas simplement le sous-sol terre, mais il y a aussi les fonds marins. Et on a l'impression que sur ces sujets-là, il n'y a pas eu vraiment un travail d'explication du potentiel réel. Moi, je dirais que la perception est nulle, puisqu'on n'a pas de perception finalement des richesses qu'on a. Alors, il faut changer la chose à ce niveau. On parle bien quand même de 9 milliards de PIB. Ce qui est pas rien. Dans lequel il y a pas mal de transferts sociaux. Et pas mal de transferts sociaux. Lorsqu'on voit qu'on a une importation quand même, qu'on nous fait comprendre qui est pour des pauvres, de 3 milliards quand même. Donc, j'aimerais comprendre. Mais tu combles 3 fois. 3 fois. La consommation 3 fois ta consommation. Donc, à quel moment que ça devient déficitaire? Et justement, le fait d'avoir ces richesses-là, dont j'ai parlé la dernière fois, la première, la géothermie de 4e génération, la deuxième, l'hydrogène, la troisième, la possibilité d'avoir du lithium-ion, la quatrième, une coopération renforcée avec la Dominique et autres, qui nous permettrait de vendre l'ingénierie qui va bien à toutes les îles caribéennes, nous permettrait de mettre en place des dispositifs dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui permettrait de faire en sorte que la pêche, l'agriculture, l'élevage et tout le reste puissent vivre et s'en sortir sans avoir besoin d'augmenter ni les impôts, ni les taxes, et ni de se mettre en porte-à-faux par rapport à des situations de changement de vie, du statut. Et comme on disait, le français nous a demandé, le français, je dis bien, pas le guadeloupéen, parce que le guadeloupéen aime faire la différence. Donc là, on va parler aux guadeloupéens. On nous a demandé actuellement de prendre nos responsabilités et d'être autosuffisant pour 2030. Je rappelle que Philippe Gustin avait dit effectivement que la Guadeloupe devait devenir autonome en termes d'alimentation et en termes d'énergie. Et il avait bien mis l'accent dessus. Mais l'énergie, c'est pas possible. Non, mais prenons le temps. C'est pas possible. Non, mais dans l'état actuel des choses. Oui, pour l'instant. Oui, mais avec le projet de double centrale, par exemple. Mais attention. Si vous permettez, je dis et je vous répète, potentiellement, on peut le faire. Okay? Sauf qu'il y a un arrêté ou un décret du 23 juillet au 23 août 2009 qui dit que, je vous l'avais dit la dernière fois, les énergies renouvelables, sur photovoltaïque, pas la géothermie et l'hydraulique, heureusement pour nous, sont des énergies dites fatales par EDF depuis longtemps. Parce qu'elles sont intermittentes et elles génèrent un truc, même avec du stockage. C'était jugé fatal. Et comme il y avait eu un incident dans le nord de l'Europe, parce que des éoliennes avaient vrillé dans un parc, ça avait mis tout le nord de l'Europe en blackout, ils sont revenus sur tout un certain nombre de plans qu'ils avaient prévus pour développer les filières, pour réduire tout. Ça avait fait des problèmes pas possibles avec un certain nombre de sociétés qui fabriquaient des pièces pour l'éolienne, etc. Et du coup, ils ont mis ce décret qui dit que dès lors que vous atteignez 35% d'énergie renouvelable, 30-35% d'énergie renouvelable dans la production énergétique,
on commence à vous déconnecter. Comment on peut atteindre l'autonomie si ce décret-là n'est pas sauté, ou si déjà 2020... Il y a des verrous qui empêchent. Oui, mais on n'en parle pas. Le risque technique par la géothermie n'existe pas. Sauf que si on ne fait pas attention et si la population n'est pas informée, les choses ne se font pas comme elles vont se faire, ce potentiel qui attend le gouvernement pourrait être utilisé ou en tout cas exploité par les multinationales étrangères. Et là, ils nous demandent de racheter. C'est là que l'enjeu capital est d'aujourd'hui, c'est pas demain ou après-demain, d'où la nécessité de former, d'informer, faire savoir pour faire en sorte que... Et je répète encore une fois que tout ce qui concerne les investissements, dès lors que vous avez ce type de projet et que vous avez le contrat de GRD, les vous pouvez lever le fonds sur les marchés financiers internationaux. Pour que les gens comprennent bien, le CRE, c'est quand même la Commission de régulation d'énergie. Donc c'est elle en fait qui va décider, qui va acter réellement du pouvoir réellement de fonction sur le territoire. Elle est déjà quasiment informée de ce processus. Maintenant, manque aux Guadeloupéens actuellement de se mettre en route, de s'informer justement, de se rapprocher au niveau des acteurs qui sont potentiellement déjà sur place et de lever en fait réellement cette mouvance qui permet non pas de reprendre simplement l'énergie, mais d'être investisseur sur l'énergie de notre territoire. Tout simplement. Et je rappelle que si dans 2012, les choses avaient été dans le sens de ce qu'on avait dit, et bien aujourd'hui, les 6,4 millions que fait la société que vous connaissez, et c'est vrai que mais justement, on aimerait avoir une idée globale de l'actionnariat. Donc vous nous avez dit que la Caisse des dépôts est représentée. Voilà, aujourd'hui, il y a la société étrangère que vous connaissez, qui a 60%, le BRGM... Encore moins, tu as quand même 60%. Voilà, le BRGM en a 20%, le BRGM, c'est une filiale de Sageos et donc de l'État, en tranquillement, et la Caisse des dépôts et consignations, bien évidemment, qui est de l'État français. Voilà, donc, mais si Ormat est actionnaire majoritaire à 60%, il peut s'opposer finalement. Il n'est pas sur son territoire. Par rapport à l'État, je ne pense pas que ça sera fait comme ça, parce qu'il y a un certain nombre d'autres actions qui sont en cours que l'État pourrait bloquer. Ce qui est demandé, c'est une mobilisation, parce qu'on est sur un territoire et il y a la PPE de Guadeloupe, la PPE de tous les territoires. Et il faut que cette PPE reflète la réalité, bien évidemment, énergétique de la Guadeloupe en termes de besoins en consommation et mettre la production en phase, mais que ça soit une démarche volontariste. Si on laisse faire, de toute manière, la PPE de Guadeloupe est déjà aux mains des lobbies. Il faut vous compreniez bien ça. Et si on ne se réveille pas là, maintenant, je le dis encore une fois, maintenant, eh bien, on va avoir les mêmes schémas qu'on a eu dans d'autres secteurs d'activité de la Guadeloupe. Et donc, je vous le dis encore une fois, on aurait pu dire avant, il y a l'argent, on n'a pas l'argent, c'est faux, on a l'argent, etc. D'autant que, et comme je le dis, donc ça c'est possible, d'autant que nous arriverions du fait d'utiliser cette électricité. Alors je rappelle que dans notre vision avec la géothermie 4e génération, on arriverait à avoir, bon c'est un petit peu technique, le prix de revient du mégawattheure qui serait aux alentours de 45-50 euros. Le nucléaire c'est 55, le éolien c'est entre 80 et 100 et le photovoltaïque plus de 120. Donc on est en deçà de toutes ces valeurs-là. Voilà, d'une part, et d'autre part, l'hydrogène qui pourrait être donc produite à partir de l'électricité qui fait l'électrolyse de l'eau pour ensuite avoir de l'hydrogène sous forme de pile à combustible, de bonbonne ou de cuve industrielle, etc. Du fait que le prix de revient de l'hydrogène est constitué à 60-70% par rapport au prix de l'électricité, et que nous, on a cette électricité qui est quasiment la moins chère avec l'hydraulique. Donc tu produis l'hydrogène à moins cher. Donc on devient compétitif sur le marché de l'hydrogène. Et on peut revendre de l'énergie dans la Caraïbe. Effectivement. C'est pas compliqué. C'est clair. Deuxième chose, c'est là encore, il faut que la population se mobilise. La mobilité électrique de Guadeloupe dans la PPE n'est pas encore active à 100%. Qu'est-ce qu'on entend par mobilité ? Mobilité électrique, c'est tout ce qui est voiture électrique, scooter électrique, etc. On est en retard quand même. Comment ? On est très en retard sur ce point. C'est très en retard. Et surtout, les gens, il faut aujourd'hui, scooter électrique, voiture électrique, attention, si on l'utilise, on les recharge aujourd'hui avec le réseau tel qu'il est, ça veut dire qu'on va rebooster à 80% le truc du fuel. Donc maintenant, il faut s'organiser. C'est pour ça que moi j'ai commencé à faire ce travail-là, de voir comment au niveau des syndicats de stations-service, tout, je dirais, l'écosystème qui est déjà... Est-ce qu'ils vont vouloir lâcher ? C'est ça aussi. Non, c'est pas lâcher. C'est se préparer. Parce que de toute manière, je vous le dis, c'est comme pour le Sud-Bastère. Si on ne fait rien, le Sud-Bastère, c'est toutes les multinationales, elles sont déjà en dynamique pour récupérer, utiliser le sous-sol
tel que c'est. Je vous dis, les lobbies sont déjà en train de travailler sur la PPE de Guadeloupe. Et c'est pareil pour la mobilité électrique. Et c'est pour ça qu'il faut informer, former, pour que la population donne son avis, notamment lorsqu'il y a des enquêtes publiques, pour qu'elle puisse dire, ah non, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple. Marie-Galante, tout le monde parle de Marie-Galante. On m'a envoyé combien de fois un même dossier concernant une unité de production sur la photovoltaïque. La société en question a envoyé tout un dossier dans lequel il y a plein de choses intéressantes par rapport à tout projet photovoltaïque, sauf qu'il manquait un élément précis. Alors, ils ont parlé de retours fiscaux, des emplois et autres, et je dis aux personnes, par 5 personnes différentes, m'ont appelé pour ça. Je leur dis, où est le business plan de la centrale qui va être produite? Il me dit, mais M. Bougré, c'est quoi le business plan? Je leur dis, avec votre foncier, ils vont réaliser le chiffre d'affaires qui va se chiffrer en millions d'euros et des bénéfices qui vont se chiffrer en millions d'euros. Ça n'est pas dans le dossier. D'accord. Il faut que les collectivités apprennent qu'aujourd'hui, sur le foncier, dès lors qu'on donne le foncier de Guadeloupe pour entrer dans les énergies renouvelables, il faut demander à avoir au moins 50% de la société qui va exploiter la ressource. C'est pas la toiture, c'est pas le X ou Y qu'on vous donne des prix, des emplois, c'est intéressant, la fiscalité, c'est intéressant pour la famille. C'est pas des cacahuètes. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'avoir des cacahuètes. C'est-à-dire que... Non, mais il faut bien comprendre. Non, je le sais bien que c'est des cacahuètes. Sur le continent africain, il y a le même problème. Lorsqu'une énergie est dans le sous-sol, les habitants doivent pouvoir en bénéficier. Techniquement. Augmentation du PIB, augmentation aussi du bien-être social et professionnel. On a eu les Qataris, ils ont trouvé du pétrole. C'est la moindre des choses. On ne peut pas disposer d'une telle richesse dans un sous-sol et que des gens qui sont ni nés ici, qui ne vivent pas ici, qui ne partagent pas les réalités, qui sont à l'étranger, viennent tout simplement réaliser un jackpot comme si la Guadeloupe devient un casino. On vient faire un coup et on part avec l'argent et on laisse les gens dans le besoin. Ça ne se fait pas. Il faut que déjà, moi je dis l'enjeu, c'est déjà au niveau de la population. Il faut que les gens arrêtent de dire que la Guadeloupe elle est pauvre. Il faut que les gens arrêtent de dire qu'on n'a pas d'argent. Que la Guadeloupe est c'est totalement faux. Je le dis, ça fait des années que je le dis, c'est faux. On a un potentiel qui dépasse l'entendement. On a un potentiel qui est extraordinaire vis-à-vis de la Caraïbe. La seule chose, c'est qu'il faut faire un changement d'état de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une dynamique de réflexion en appréciant le réel. Il faut aussi avoir des gens qui sont dans l'expertise d'un certain nombre de réalités, de manière à dégager ce potentiel pour qu'on arrête de faire de l'endettement, pour qu'on arrête de faire de la pleurnicherie, pour qu'on arrête de se ridiculiser. Il faut arrêter. Parce que dans ce cas-là, ça ne sert à rien de fabriquer de la plus-value en termes d'intelligence pour se retrouver à faire les mêmes bêtises qu'on faisait il y a 40 ans. Ça ne sert à rien. Et là, lorsqu'on parle de quémander, c'est vraiment le cas, puisqu'on est face à une action où que légalement, elle a été achetée sans aucune... Excuse-moi. Elle a été achetée, en fait, sans aucune autorisation, sans aucun droit. Parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offre, on le rappelle. Ormat a racheté la centrale sans appel d'offre. Ce qui ne se fait pas. C'est un point, en fait, très, très important. Donc, qui nous ramène aujourd'hui à dire, est-ce que c'était sous-bassement avec le couvert de nos politiques ou... Est-ce qu'il y a eu réellement cette intention, en fait, malsaine de nous démontrer qu'une station qui nous appartient serait dans les mains, en fait, d'un concurrent américain? Donc là, encore une fois, l'État nous fait la remarque et nous font comprendre, en fait, cette inutilité de continuer à travailler avec des personnes qui semblent vouloir travailler pour nous et qui, pour l'instant, pensent qu'à leur poche. Parce que là, on parle de capitalisation sur déjà... depuis 1963 jusqu'à 2021. On est d'accord. Et les contrats d'EDF, c'est des contrats qui en moyenne font 10, 15, voire 20 ans. Et là-dessus, je rajouterais qu'en fait, moi j'ai conçu une répartition sur tout le territoire de la Guadeloupe pour faire en sorte qu'avec l'espace géré par communauté d'agglomération, un principe qui est, on est sur un marché qui est celui de l'énergie. On est sur un segment de marché qui est celui de la vente d'électricité à EDF. Sous différentes formes, et ce que j'appelle moi des PTSE, de pôles territoriaux structurants de coopération économique, qui démarrent par une activité dont on sait qu'elle est rentable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de truc à courir après. Mais qu'on nous a présenté comme déficitaire. Il ne faut pas oublier cette partie-là, parce que moi, quand on parlait de la centrale, on nous laisse tomber, ça ne rapporte rien. Mais non, dans ce qu'on a vu, on entend bien 27% de moins sur le coût de fabrication. 27% de moins par rapport à ce qui est produit sur nos sols. Donc,
Là, il y a quand même un mal donne. Donc, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais démontrer surtout à la population qu'il y a vraiment une volonté de ne pas faire capitaliser une ressource économique. Et ça, c'est grave. On a eu des plans qui ont été mis en place avec la possibilité de structurer et d'amener la population vers ce qu'on appelle une remontée en fait de leur pouvoir d'achat, qui s'est tournée vers de l'endettement. Là, on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que on est axé vraiment sur le crédit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on se place dans une situation délicate chaque fois qu'il s'agit de faire un progrès en termes d'infrastructures structurelles dans le pays. On a le problème de l'eau, on a le problème des routes, on a beaucoup de problèmes, les ponts, transport. voilà. Et on se retrouve à discuter de problèmes de sous, alors qu'on n'a pas de problème de sous en réalité. La seule réalité qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un potentiel et il convient de faire en sorte que les retombées financières de ce potentiel servent aux intérêts du pays. Tout simplement. Et aussi en termes de formation professionnelle, en termes de développement de compétences, en termes de laboratoire d'ingénierie. Il y a une dernière chose que je tiens à dire rapidement, c'est que la technologie a beaucoup évolué. On en parlait avec M. Bougré. La technologie de la géothermie a beaucoup évolué. Ce qui était très lourd financièrement avant, dans les années 60-70, est devenu quelque chose de très basique aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'à moindre coût, on pourrait installer des centrales et commencer à fonctionner très rapidement. Et là, on peut parler vraiment de répartir sur l'ensemble de la Guadeloupe un coût de revient, voire même par commune ou collectivité. Parce que votre but, c'est d'alimenter toute la Guadeloupe. Là, on est à 8%, il nous parle de 30% qui devait être atteint en 2020 avec la deuxième usine. D'accord. Sauf que je voudrais rajouter quelque chose de bien précis. C'est pour ça que la géothermie, enfin, dans la répartition spatiale, ce que je prévois, moi en tout cas, c'est de faire en sorte qu'il y ait, en plus de géothermie qu'on rachèterait sur les bases dont je viens de parler, j'espère que l'État français répond dans le bon sens. Ensuite, on a prévu une autre centrale du côté de Bouillante, et comme je l'ai dit, un équilibre entre la géothermie dans le sud Basse-Terre et les stations de transfert d'énergie par pompage dans le reste, plus au milieu de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme. Oui, l'agrivoltaïsme, c'est le fait de coupler l'agriculture avec l'utilisation des panneaux photovoltaïques et du stockage. D'accord. Donc ça, c'est prévu, c'est comme ça. Et donc, à chaque fois, pour chaque territoire, comme je dis, il y a un marché qu'on exploite, l'énergie. On a un sous-segment de marché qui s'appelle la vente d'électricité EDF. Et autour de ça, toutes les initiatives de projets des Guadeloupéens, quels qu'ils soient, à quel niveau, etc., sont censées pouvoir revenir au niveau du pôle structurant de coopération économique. Et comme on sait qu'on a des fonds à la base, puisque la structure de base, elle est bénéficiaire de facto, okay, on a la possibilité d'aider donc les Guadeloupéens à mettre en place leurs projets, à les développer sur des bases complètement différentes. Je prends un exemple bien précis. En général, les Guadeloupéens ont des projets, mais souvent, il leur manque le capital, ce qu'on appelle d'amorçage. Ben, là, il y a le capital d'amorçage. Les collectivités, c'est pareil. À un moment donné, même pour avoir les fonds européens, on demande le minimum de base. Avec ça, je vous rappelle qu'une centrale géothermique de 4e génération, pour 100 mégawatts, dégagerait entre 100 et 150 millions d'euros de bénéfices par an. Multiplié par 100 mégawatts produits, on fait 100 millions. On ferait 100, voire 100, 150, voilà, sans compter le retour sur investissement par rapport à l'hydrogène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hydrogène n'est même pas compté. Donc voilà, dernière chose, il y a aussi, la France a mis en place des dispositifs, des types de sociétés. Et des outils. Des types de sociétés qui permettent justement à la population de participer de manière active sur leur territoire à cette explosion des énergies renouvelables et cette quel genre de participation il faudrait? Par exemple, aujourd'hui, on peut monter une société anonyme d'utilité sociale et solidaire, une SARL d'utilité sociale et solidaire. Et surtout, il y a une structure qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps dans notre domaine, qui est la coopérative. Et il y a de surcroît ce qu'on appelle des sociétés coopératives d'intérêt collectif d'utilité sociale et solidaire. Vous tapez sur votre moteur de recherche énergie partagée, vous allez voir qu'en France hexagonale, pratiquement dans tous les territoires, il y a profusion d'initiatives entre des porteurs de projets et des citoyens lambda qui se mettent ensemble pour créer une société coopérative d'intérêt collectif et faire en sorte que... Et ici, on a donc un seul groupe qui travaille dessus, le vôtre. Concrètement, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce genre de logique. La chose, c'est que il faut aider à ce changement de paradigme et créer une dynamique de réflexion et changer la dynamique du on n'a pas la possibilité, on peut pas. On peut pas. Voilà. C'est ça déjà l'enjeu.
Parce que il faut bien comprendre que les marchés financiers ont élaboré des critères. Nous rentrons dans tous les critères. Et pour Donc, bien... on n'est pas sans dans forcer, en plus. c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche où on attend une décision. Nous rentrons dans les critères et la Guadeloupe est classée haut de gamme en termes de géothermie. C'est-à-dire tous les rapports, toutes les choses que nous avons vues, étudiées, c'est du haut de gamme. Même en Europe, vous avez vu d'ailleurs quand il a présenté son sujet. il a dit Guadeloupe. Donc c'est pour vous dire, là où nous sommes en réalité dans le marché monde de la production d'énergie. Il ne faut pas oublier que c'est un souci pour tout le bassin sud-américain, mais il y a aussi tout le continent africain qui attend de nous cette expertise pour pouvoir créer une nouvelle donne. Parce que les barrages hydroélectriques créent des conflits entre les pays. Et la chose, c'est que la géothermie permettrait justement d'améliorer les relations au niveau des frontières et au niveau des pays. Et Donc on a une sorte permettrait... d'être précurseur en termes de géothermie. C'est-à-dire qu'on a fait la COP21, on a fait tout ça, on a dit qu'il faut produire de l'énergie sans détruire l'environnement, sans augmenter les gaz carbone et compagnie. Et la chose, c'est que cette énergie-là, nous l'avons ici. C'est-à-dire nous rentrons dans tous les critères. Donc il faut véritablement que les parents parlent aux enfants et leur expliquent aussi que la vision qu'ils ont eue de ce pays n'est pas corrélée au potentiel économique et industriel que le pays, et surtout sur le plan financier, que le pays a véritablement. Et que, en plus de ça, je répète encore une fois que à plusieurs reprises, par au moins 3 fois dans mon parcours professionnel, l'État français m'a demandé à chaque fois, parce que les projets que je proposais étaient de dimension du style national, et que pour que ça puisse se matérialiser, il faut que la représentation locale soit informée et soit dans la dynamique. Et chaque fois que je l'ai essayé, je ne vais pas répéter la même chose, et ça s'est trouvé bloqué, ça a été retardé, ça a pris des tournures, X des tournures Y, jusqu'à ce qu'il y a même le dernier président de la région qui a dit que la géothermie, c'était l'histoire de la France. Voilà, bon, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé, et je l'ai appelé plusieurs fois, il m'a renvoyé sur d'autres personnes, sur X, sur Y, Z. Voilà. Donc, genre, ça intéresse pas. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Moi, c'est pas un problème pour moi. N'empêche que ce que je pensais aux jeunes de Guadeloupéens qui s'en vont et qui ne peuvent pas revenir pour les raisons qu'on sait, là, il y a toute une dimension de développement économique qui a déjà été conçue pour faire en sorte qu'autour de ces pôles coopération économique dont je voulais parler, de territoriaux économiques, sociaux et durables, il y a des choses qui se passent. Tout a été calculé pour faire en sorte que, par exemple, Port-Louis et Anse-Bertrand rentrent dans une dynamique jamais vue jusque-là, avec des éléments qui sont déjà concrets, réels, et pour lesquels des Guadeloupéens travaillent déjà. Pour donner une autre, pour faire, si vous voulez, donner la traduction matérielle de ce qu'on a dit et répété à un certain nombre de fois. On n'est plus dans on est dans l'action avec des spécialistes guadeloupéens qui travaillent pour faire, par exemple, je veux dire, un exemple, on refait les infrastructures portuaires, enfin, si les choses passent dans une certaine tournure politique, de Port-Louis, et on fait, avec des Guadeloupéens qui sont spécialisés là-dedans, le tour des Caraïbes, de régate, on fait le nord, passe par le nord, on fait le sud, on revient pour lui. On fait sur Anse-Bertrand, on refait les infrastructures portuaires d'Anse-Bertrand, on fait une course qui part de la deuxième année d'Anse-Bertrand qui va à Accra au Ghana, parce qu'on a déjà des options de développement au Ghana, etc. Et la dernière année, on fait ce qu'on appelle au lieu du Vendée Globe, le Guadeloupe Globe. Parce qu'il y a des Guadeloupéens qui sont déjà très forts dans, d'une part, les événementiels et tout ce qui va avec, mais qui sont forts aussi en termes de navigation, dont un de mes camarades de promotion de l'école normale, Victor Jean-Noël. Donc tout ça, c'est fait concrètement. Au niveau économie, j'ai déjà dit et répété, c'est tout simple. On a ces retours sur investissement, on crée les fonds d'investissement qui vont bien, c'est élémentaire puisqu'on a les sous qui vont bien, 100 millions, 150 millions, banque de développement guadeloupéenne, avec un client normalement qui paye rapidement, hein, parce qu'il n'y a pas de problème de faillite et autres avec celui-là, etc. Banque de développement. Et par exemple, pour les plus démunis, un truc tout simple, on met en place une carte prépayée qui est abondée pour permettre de faire en sorte que les gens sortent en dessous du seuil de pauvreté. Parce que j'ai déjà dit et répété, je le répète encore dans la période électorale, qu'un pays qui a plus de 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, même s'il y a l'économie informelle, même si, etc., ne peut pas se développer. Il faut pouvoir donc renforcer le pouvoir d'achat des personnes, ce qu'on fait avec notre propre argent, puisque ça viendrait de ces fonds-là. On crée une carte prépayée. Vous êtes Port-Louisien, vous êtes en dessous du seuil de pauvreté, on vous donne ce qu'il faut avec la carte pour faire en sorte que vous soyez au-dessus du seuil de pauvreté. Et lorsque vous avez besoin, le 10 du mois, vous n'avez plus d'argent, comme les ménagères, etc., vous prenez cette carte,
vous allez voir le groupement des pêcheurs de Port-Louis, vous mettez votre carte, vous achetez votre kilo de poisson dans les mains du pêcheur de Port-Louis. Pas peut-être Morne-à-l'eau, les communes limitrophes, mais vous n'allez pas dans les grandes... bon, vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour l'élevage, pareil pour comment ça s'appelle, les autres secteurs d'activité. Et ainsi, vous faites progresser l'utilisation de l'économie locale sans avoir besoin de changer de paramètres de Kibidanda, sans augmenter les impôts, sans tuer personne. C'est ça qui s'appelle de la création de richesse par autofinancement. Mais pour bien récapituler, et avec des termes en fait qui sont applicables, on parle d'un circuit court économique. Le circuit court économique en fait va pas partir en fait du sens qu'on a compris actuellement, on va le faire redescendre. Pourquoi on veut le faire redescendre? Dans le sens où que actuellement nos politiques sont au courant des stratégies qui sont mises en place. Le ministère de l'économie sociale et solidaire vient justement de, soi-disant, la transition, tout ce qui avait été mis en place politiquement. Malheureusement, cet argent, au niveau du FEDER et du FSE, il y aura ce qu'il y aura à savoir, il y aura malheureusement des retombées. Et ces retombées-là, ça va pas après le Covid. Donc, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans. L'idée actuellement pour les Guadeloupéens, c'est de vraiment comprendre l'utilité et l'importance d'être acteur en fait. Être acteur, c'est quoi? C'est déjà commencer à s'engager dans ce qu'on appelle des conseils citoyens, dans des outils en fait de création de SCIC, de scope, qui vont permettre en fait de commencer à structurer en niveau de compétences en fait l'ensemble de leur économie sociale solidaire. Vous allez voir une chose toute simple. Vous regardez dans tous les candidats qui se présentent, lequel vous parle d'augmenter le PIB de la Guadeloupe, or sans augmentation de PIB saine, vous n'allez nulle part, et lequel vous parle de la misère sociale en Guadeloupe. Voilà. Ils ne peuvent pas... Vous cherchez comme vous voulez. Ils vont vous parler ouvertement, personne. Ils peuvent parler de changement de statut, de changement de changement des Grecs. Il y a une problématique que l'on constate, c'est-à-dire que la part des entreprises ayant un salarié, elle est énorme. Elle est énorme. Ah, c'est clair. Mais quand vous faites une projection sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que la capacité d'embaucher, c'est-à-dire qu'on reste en l'état, donc il n'y a pas d'avancée. Et pourquoi il n'y a pas d'avancée? Parce qu'il n'y a pas de création de richesse permettant une amélioration du système. Ces choses ne sont pas conçues pour rester en boucle, c'est-à-dire on ne va pas créer la même énergie de la boucle. Normalement, à chaque boucle, ça doit prendre une énergie supplémentaire de manière à faire en sorte qu'on puisse voir l'impact véritablement de vrais projets économiques sur l'évolution de ces sociétés qui au départ avaient un salarié et qui doivent se retrouver au final à 10, 20, 30 salariés. C'est-à-dire comment on peut expliquer que sur un territoire comme le nôtre, on a l'impression d'être sous perfusion, tout le monde vit avec le thermomètre dans la bouche en train de surveiller la température, parce qu'on a des conditions qui sont inexplicables, je dirais en termes de réalisation de potentiel que nous avons. Parce qu'on a du vrai potentiel, il faut des moyens pour le réaliser. Le but du jeu, c'est qu'on arrête de pleurnicher, aller chercher et être attentiste sur ce qui se fait à l'extérieur. On capitalise sur ce que nous avons. Sauf que, comme ce que nous avons, c'est véritablement une montagne de diamants, ça intéresse naturellement tous les capitaux privés qui veulent tout simplement s'accaparer tout ça dans notre dos. Et qui, naturellement, je dirais, la notion d'information du public, c'est pas quelque chose qui va dans son intérêt. Nous, si on fait cette démarche-là, c'est pour que les gens comprennent qu'il faut lancer dans les familles des débats nouveaux. Il faut lancer dans les villes, dans les associations. Exact. Il faut arrêter de s'amuser. Aujourd'hui, c'est sérieux. On va arriver dans une situation post-Covid avec les problèmes économiques dont tout le monde parle. Nous, on n'est pas concernés par ça. C'est-à-dire que les problèmes économiques, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on a du potentiel. Problèmes, en fait. Il faut comprendre la chose. Nous, on n'est pas concernés par ça parce qu'on a du potentiel économique. Et ce potentiel économique, on peut tout simplement l'ouvrir vers d'autres territoires. Donc, il faut arriver véritablement à créer ce changement de mentalité, ce changement de perspective au niveau de la réalité du potentiel énergétique, financier, économique, et aussi en termes de formation professionnelle dans le pays. Gérald, pour le mot de la fin. C'est quand même 25 000 euros par an, par habitant, le PIB. Donc, on calcule sur 300 000. On a de quoi faire. Donc, en gros, si aujourd'hui, on dit il y a possibilité de faire, faut faire, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le contrat d'impact social. On parlait de 60-40, c'est ce cas-là. 60%, effectivement, doivent être recherchés pour pouvoir capitaliser une action. Mais malheureusement, les 40%, c'est nous.
C'est notre territoire, c'est notre valeur. Mais si Ormat est venu et a mis 50 millions et a récupéré plus de 50% de l'actionnariat, ça veut dire qu'à une équivalence, on récupère aussi les 40% restants. Logiquement. 50 millions, c'est des logiquement. Mais lorsqu'on voit que sur quelle valeur, en fait, réellement, qu'ils ont fait le prix de vente. Et puis c'est tout simple, excusez-moi de votre prénom. L'État français dit, voilà, ça va coûter tant. Comme vous avez un contrat d'achat avec EDF, parce que c'est déjà amorti en fait. Bouillante, c'est déjà un contrat d'achat. Vous prenez le contrat d'achat, vous allez sur les marchés financiers, vous avez la... En fait, ils n'ont rien acheté. Ils ont investi sans demander. Voilà, c'est ça la réalité. C'est Il faut pouvoir. Voilà. Certains ont laissé faire ça. En tout cas, on est bien content. Je vois les commentaires sur le Facebook. En tout cas, tout le monde est bien content de cette démarche. Après, je pense qu'il faudra continuer effectivement la pédagogie autour de nos potentialités, voilà. de ce qui peut nous rapporter. Moi, je dis concrètement. il faut rester mobilisé parce que, je dirais, cet avenir nous concerne tous et il faut que l'avenir ici, sur ce territoire, soit radieux pour la totalité de ses habitants. Merci en tout cas, messieurs, pour le travail que vous réalisez. Si vous êtes d'accord pour leur prêter des jeudis anthropologie, on peut continuer pendant un temps à parler développement économique. Totalement. Aussi. Ça intéresse beaucoup. Totalement. Donc ce sera selon votre convenance. C'est aussi un des modules de cours à Nijar. N'est-ce pas? En tout cas, merci encore, messieurs. Voilà. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes sur Canal 10.